Bonsoir citoyens. Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir citoyens, bonsoir citoyennes. On a encore des personnes qui sont éveillées à cette heure-ci, il est assez tard, donc Eh oui, merci d'être présents avec nous. je suis de ceux qui aiment bien réfléchir le soir dans le silence. Autour il y a le silence. Voilà. Alors du coup, on fait un live pour vous expliquer en fait ce qu'est la dette publique, l'usure, et surtout un sujet important, les intérêts de la dette. Ouais, parce qu'en fait on a fait pas mal de live chez les constituants sur cette question depuis belle lurette. Mais là on a décidé de se poser, d'amener des choses très factuelles, très précises, très simples, mais en même temps très profondes, qui permettent à tous d'avoir encore une fois des choses factuelles qu'ils peuvent utiliser dans leur entourage, auprès de leurs amis, dans les discussions, etc. Ou d'abord pour soi-même, pour mieux absorber cette idée un peu de la dette et de l'arnaque de la dette, de la question de l'usure. Enfin, voilà, on va prendre le temps avec des petits visuels, on va poser les choses calmement ce soir. Et on vous invite du coup, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à partager ce live pour que les personnes s'informent justement. Ne soyez pas juste spectateurs, soyez toujours acteurs. Alors du coup, là, en présentation de la vidéo, donc avec la musique des inconnus, Oui. il y a eu un visuel de certaines images de ce qu'ont pu faire certains gilets jaunes dans plusieurs villes de France. Donc si tu veux nous en parler pour les commenter. Oui, parce que finalement, ce qu'on a amorcé avec les constituants et tout ce que je vais dire ce soir, c'est pas mon puits de science qui se manifeste, c'est le fruit d'un travail collectif. Tout ce qu'on va développer ce soir, tous les éléments, tous les faits, les sources qu'on va évoquer, c'est plusieurs constituants qui ont cherché, débusqué, parfois trébuché, et puis finalement trouvé la source qui nous permettait d'avoir un élément de réponse. Donc nous ne faisons que être les échos de ce travail collectif qui date de plusieurs semaines. Et effectivement, on est aussi à faire finalement l'écho de ce que les Gilets jaunes auraient dû faire beaucoup plus. C'est-à-dire ce qu'on fait là sur la question de la dette, et on voudrait, nous les constituants, que les Gilets jaunes en général et le peuple français fassent de cette question de la dette et de se libérer de cette arnaque de la dette, mort à la dette, l'acte 2 de notre mobilisation. En fait, on revient à ce qui aurait pu être l'ADN des Gilets jaunes. C'est pour ça ces images, ce sont des photos de manifestations de Gilets jaunes aux quatre coins de la France, principalement en novembre et en décembre 2018. On n'a pas attendu les Gilets jaunes constituants, ici ils sont ici, on fait un petit coucou d'ailleurs à nos amis normands. Donc là, si je ne me trompe pas, on est à Caen, dans les rues de Caen, et en bas du panneau, on voit Gilets jaunes constituants. Donc c'est notre groupe. Intérêt de la dette 2018, 41 milliards. Mais on n'a pas attendu les Gilets jaunes constituants pour que cette question soit mise sur la table. Ça, c'est une photo à Dunkerque, dans le nord de la France. Stop à la dictature financière. Nous sommes en novembre de l'année dernière. Au-dessus, Chambéry, leur dette, c'est l'arnaque du siècle. Donc nous sommes en Savoie et nous sommes début décembre 2018. À côté, là on est toujours dans le nord, dans une petite ville ou un village qui s'appelle Lillet, à côté de Béthune. Et c'est une dame qui monte ses revendications: rétablir l'ISF, instaurer le RIC, fin de la galère, homme-femme, même salaire, transition écologique et supprimer la dette. Ce n'est pas une constituante, c'est une gilet jaune qui voulait, dans ses revendications, supprimer la dette. Albertville, leur dette, c'est l'arnaque du siècle. Voilà. Et le RIC qui est un peu cassé là, pour la photo. Et enfin, ça c'est à Paris, devant Bercy. Et de mémoire, c'est en janvier. Donc on voit bien, hein, ils sont en bonnet. Hein, il faisait froid, c'était l'hiver dernier. Bon, j'ai pas besoin de commenter, vous voyez bien ce qui est nous. Rendez-nous notre argent. Voilà. Donc la question de la dette. Donc cette question-là a été posée dans les manifestations, elle a été posée aussi par les Gilets jaunes sur les plateaux télé lorsqu'ils étaient interviewés. Mais à partir de l'année 2019, janvier-février 2019, je le remets.
c'est sorti des radars des médias et ils ont joué un jeu pervers parce qu'ils ont opposé deux choses qui sont complémentaires, le RIC à la question de la dette. Alors que comme on a vu sur les photos, RIC, pour se libérer de l'arnaque de la dette, c'était pensé comme un tout. Et c'est normal, puisque les gilets jaunes, ou le peuple français en général, se pose une question, combien d'impôts je paye? Où va l'argent de cet impôt? Donc forcément, naturellement, un certain nombre de gilets jaunes, un certain nombre de gens se sont posé la question de la dette. Donc ce qu'on fait là, nous les gilets jaunes constituants, en voulant remettre sur la table la question de la dette et de sortir l'arnaque de la dette, c'est en fait remettre sur la table quelque chose que les gilets jaunes avaient mis sur la table. Donc on revient à l'ADN des gilets jaunes. Donc en fait, là, si je récapitule, de façon plus simplifiée, il devrait y avoir en fait dans les manifestations non pas que le RIC, mais aussi le problème de la dette. C'est ça. Donc, chacun prend un petit carton, un petit bout de papier, et ce qu'il comprend de la dette, comme cette dame là à Lillet, ou Lillère, je ne sais pas comment on prononce, dans le Nord les dernières, qui met ses revendications avec un crayon rouge et supprimer la dette. Voilà. D'accord. Pour quelqu'un qui, en écoutant ce live, te dirait, bah là, tu vois, j'arrive pas à relier les deux bouts, à la fin du mois, je suis en galère dès le 10, dès le 15 en fait, dès que le loyer est sorti, les courses sont sorties, le plein est fait, j'ai fait mes courses, j'ai payé les assurances, les cotisations pour les mutuelles, etc. diverses, enfin voilà, j'ai tout payé, il me reste rien, j'ai fait des courses, mais en fait c'est pas des courses pour un mois, c'est des courses pour quelques jours, une semaine. Cette personne-là, si elle te parlait, là, elle te disait en fait... Ouais. Mais là, tu me parles de la dette. Mais qu'est-ce que ça va me changer, moi, là, aujourd'hui? Oui, au quotidien, oui. Tout à fait. Parce que c'est une question, en fait, qui peut être redondante. Oui. Voilà. Et c'est normal, ça se comprend. Parce qu'il y a un impôt qui est très pervers, qui n'est pas un impôt que l'on paye en tant que tel, ou vu comme un impôt, c'est plutôt une taxe, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. D'ailleurs, une des revendications des Gilets jaunes, que Emmanuel Macron n'a pas mis en place, c'est la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité, de ce qui fait notre quotidien pour manger en fait. Des exemples Des exemples. Le pain, la confiture, le beurre, le lait, des choses qui sont, disons, de base, les produits de base. Et en fait, cette TVA, en fait, elle existe. Et c'est là qu'on va faire le lien avec la dette. Une partie de ces taxes et ces impôts qui finissent dans le budget de l'État ne vont pas dans une redistribution au service des Français. Elles vont uniquement dans rembourser les intérêts de la dette. On verra tout à l'heure combien c'est, etc., par rapport à d'autres dépenses. Mais déjà, toute personne qui galère, qui paye des taxes, des impôts, même menus, une partie ne va pas être redistribuée à son bénéfice, mais elle va aller dans les poches de banquiers. D'accord. Donc c'est pas une question en dehors des réalités que l'on pose là. C'est une question qui est en lien avec notre quotidien. D'accord. Alors du coup, on va attaquer sur le dur. Qui contrôle qui? Alors maintenant que je regarde, parce que je me permets de parler aux personnes qui écoutent, moi je vais avoir ce soir plus le regard que vous avez. C'est-à-dire, je me pose les questions, j'essaye de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a devant moi. Voilà, donc le montant de la dette publique en milliards d'euros, donc le cumul de tout ce que l'on a payé d'intérêt de la dette. Limite, je propose qu'on regarde ce graphique plus tard où il sera en plus grand et en couleur. Ce sera plus clair. Et plutôt se concentrer directement là. Je sais pas, non? Tu veux pas? Ben moi, en fait, j'essaie de comprendre comme une personne qui regarde là. Ok. D'accord? Donc, Bon, parce qu'en fait, les personnes voient tout là. Je vise pas que ça. C'est la discrétion. Oh, ça va. Ça suffit. Mais vas-y. Enchaîne. Alors, du coup, en regardant ça, donc les gens, moi je vois vos commentaires, faut pas hésiter, si vous avez des questions, posez-les. Moi je les vois. Bon, commençons alors par le commencement. Quand je vois un graphique comme ça, déjà, oui. je vais donner mon propre point de vue. Je parle même pas des gens derrière l'écran. Ça me fait mal aux yeux. Oui, c'est fait pour. C'est fait pour. Merci. Ok. Mais il faut dire ce qui est. En fait, pas le jeu du Mikado, en fait.
c'est des petits bâtons. Bref. Mais les bâtons qui se mélangent et t'essayes, machin, mais ça va, c'est manuel, ça va, c'est plus facile. Mais là, clairement, ça fait barreau de prison, en fait. En fait, il y a quelque chose qui peut aider, c'est de prendre un crayon et juste de relier, en fait. Ok. Et là, ça fait quoi, une courbe? Et on pourrait rajouter une petite flèche en disant que voilà, ça donne l'idée d'une progression. Et on va pas aller dans les détails, donc là, on est en 1960. 1970, 1980, 90, 2000, 2010, 2018. Ok. Ça s'arrête à 2018, on n'a pas les chiffres après sur ce graphique. Mais on voit bien que ça augmente tout le temps. Ça va pas à la baisse. Mais il y a des accélérations. Et en gros, pour faire vite, à partir de cette zone-là, en gros, il y a quand même une accélération très très grande. Puis une accélération encore plus grande. C'est fulgurant. Là, ça se calme un petit peu. Et puis là, c'est reparti... comme en 40, comme disait mon grand-père. Donc en fait... Alors que là, bon, il y a une augmentation, mais elle est quand même... Elle met du temps. Si on prend 1960, 1980, on ira dans les détails tout à l'heure. Mais voilà, on voit ça. Ok, donc en fait, moi je t'explique un truc, tu vois, j'ai jamais skié. Donc en fait, si je skie, je m'éclate. Là, en fait, tu montes une côte, ça fait chier, quoi. Tu vois, c'est ça. Ok. Donc là, en fait, depuis 40 ans, l'État n'emprunte plus à taux zéro auprès de la Banque de France, mais avec intérêt et conditions auprès des marchés. Alors les marchés, c'est quoi? Alors c'est au départ un endroit où se rencontrent des gens qui ont à offrir quelque chose et d'autres personnes qui veulent acheter ce que les autres offrent. Ça s'appelle un marché. D'accord. Donc là on parle de marché financier, avec d'un côté des financiers, des gens qui offrent de l'argent sous condition, et d'autres qui ont besoin d'argent. Et ces marchés financiers sont contrôlés en grande majorité par des grandes banques ou des fonds d'investissement. C'est les deux principaux acteurs. Donc grande banque, je comprends. Mais fonds d'investissement, c'est quoi? Alors on a souvent parlé par exemple de BlackRock. BlackRock, c'est le nom d'une entreprise qui n'est pas une banque. Donc rien à voir avec un groupe de rock ou je sais pas. Non, rien à voir avec Mozart, Opéra Rock non plus. C'est pas un produit dérivé. BlackRock, c'est un fonds d'investissement, c'est-à-dire que c'est tout simplement un fonds, c'est-à-dire des gens qui mettent de l'argent dans un fonds et qui investissent, tout simplement. Donc ils prennent des positions dans ce marché financier. Et ils investissent dans tout et n'importe quoi? Ça peut être dans tout et n'importe quoi. Le cacao, ou bien l'uranium, ou bien... mais souvent c'est sans foi ni loi. Et BlackRock, c'est sans foi ni loi. Et puis l'Energizer. Le but, c'est de gagner de l'argent, peu importe la moralité de où on investit cet argent. On s'en fout. En fait, t'as juste envie de faire des thunes, quoi. Envie de faire des thunes, voilà. Ok. Donc BlackRock, c'est un exemple de nombreux fonds d'investissement. Et il y a des fonds d'investissement qui sont utiles, comme il y a des banques utiles, et il y a des banques inutiles ou parasites, comme il y a des fonds d'investissement parasites. Je ne conclurai pas sur BlackRock, vous avez compris, regardez mon regard. Ok, donc maintenant... Donc sur ce marché financier, effectivement, l'État doit emprunter depuis maintenant plus de 40 ans aux banques privées, alors qu'avant, il y avait autre chose. Voilà. Donc maintenant que tu me parlais de ça, là... Oui. Donc ça, c'est pour l'année 2018. Ouais, on va parler du panier de la ménagère, comme on dit. Je t'écoute. C'est simplement un truc très très simple, c'est que comme on a tous, on a des rentrées d'argent et on a des sorties d'argent. Les sorties d'argent, c'est les dépenses. Donc ici, on a montré les dépenses de l'État qui, pour 2018, comme tu disais, représente 240,5 milliards d'euros. Ouais. Ok. Donc sur ces dépenses, sur ces sorties d'argent, il y a 51,3 milliards pour le budget de l'éducation nationale, donc au ministère de l'éducation nationale. Et donc vous voyez d'autres choses, 34,2 pour le ministère de la Défense, 27,4 pour la recherche et l'enseignement supérieur, les universités, etc. Puis il y a d'autres détails ici. Et on compare ça avec ce qui est également dans le budget, dans la sortie d'argent. Mais il n'y a pas de ministère, par contre, c'est pas le ministère de la dette, c'est la charge de la dette. Traduction, les intérêts de la dette. Okay. Donc il n'y a pas de ministère de la dette, mais dans les 240,5 milliards en 2018, eh bien il y a 41 milliards qui a été pour rembourser les intérêts de la dette. Donc le budget 2018, en fait, si on était par rapport à l'époque
quand l'État empruntait à la Banque de France à taux zéro, en fait, là, il y aurait eu, si ça avait été les mêmes chiffres, 41,2 milliards en moins là-dedans. Oui, on pourrait dire que dans le cas d'une banque publique, c'est ça. Voilà. Puisque l'intérêt d'une banque publique n'est pas de prêter à même des taux d'intérêt, même bas, n'a aucun intérêt de tirer des bénéfices sur le dos de l'État, puisque la banque publique, c'est une institution au service du peuple français, comme ce que devrait normalement être l'État. Ok. Ça, du coup, en fait, évasion fiscale, ça me parle un petit peu dans le sens où, en fait, il y a entre 80 et 120 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. C'est ça. D'accord. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on parle d'évasion fiscale, on parle de paradis fiscaux. Et quand on parle de paradis fiscaux, on parle d'institutions qui gèrent ces paradis fiscaux. Donc on parle de pays et de banques qui assurent ces services-là. Donc on est toujours dans la même clique que ceux à qui on doit l'argent, les intérêts de la dette. C'est aussi aux banques. D'accord. On est dans ce même monde. Donc si on devait résumer cette question, qui contrôle qui? Les banques contrôlent l'État. Est-ce que les banques contrôlent l'État ou est-ce que les banques contrôlent les États? Les États, la plupart des États dans le monde sont dans la même situation qu'est la France. Il y a même des États, on va dire, qui sont pires, dans une pire situation. D'accord. L'exemple de la Grèce, c'est encore plus sous la coupe des banques que chez nous. Ok. Maintenant, je voudrais bien comprendre ça. Gros sous. Gros sous. Bah oui, parce qu'on l'avait montré en live la dernière fois. Ouais, tout à fait. Comprenons un peu plus maintenant. Donc, 4% du budget, c'est pour les institutions. Ça représente 1 milliard d'euros. Alors ça a sûrement augmenté puisque comme tout le monde le sait, l'Élysée a augmenté son budget. Je ne sais plus de combien le chiffre. 2 millions. Bon, ok, donc c'est un peu plus qu'un milliard. Ça, c'est les chiffres de 2018. Et je sais pas pour le budget d'éducation, du Sénat et du Parlement. C'est 3 institutions, hein, c'est pas... Dedans, il n'y a pas, par exemple, les ministères. Donc c'est une estimation du coût des institutions, mais il n'y a pas tout. Voilà. Ok. Mais ça donne un peu une idée de la proportion, quoi. Là-dedans, il n'y a pas la frappard, non? Enfin, je sais pas, non. On va pas ça, non, vas-y, c'est pas grave. Oh, on va pas tout dire tout de suite. Attends, un peu de suspense, s'il te plaît. Ok. Donc 1,5% du budget, là. C'est juste, si je peux me permettre de faire une parenthèse bien rapide. sûr. C'est juste que je pense que c'est tout à fait légitime de réclamer que les ministres, le président de la République, les députés et les sénateurs réduisent leur train de vie. Moi, il y a une chose qui me choque, qui choque beaucoup de gens, légitimement, c'est qu'ils aient, le président de la République, une retraite à vie, juste en travaillant 5 ans. Voilà. 5 ans et t'es peinard. Voilà. Maintenant, il ne faut pas non plus rester fixé là-dessus. On peut faire des économies à ce niveau-là. Ça montre qu'ils feront un effort, ou qu'ils font un effort. Ils ne le font pas. Mais on reste dans un ordre d'échelle de plus ou moins 1 milliard. Pensez aux 41 milliards qu'on a payés en 2018 des intérêts de la dette qui est partie. Donc voilà, ça peut permettre de mettre en proportion les choses. C'est important, ça reste symbolique de réduire le train de vie des institutions du point de vue de notre quotidien et du point de vue de la capacité à redistribuer l'argent là où il devrait être. Ça reste du symbolique. C'est important, c'est un symbole important, il devrait être fait. Mais voilà. En fait, là, les gens sont emmerdés pour 6 mois de travail continu, plus ou moins, ou pas, ou au moins dans les 2 dernières années, pour avoir du chômage. Ah ouais. Et devenez Premier ministre, bordel de merde. C'est pas compliqué. Bah, tout le monde devrait devenir président. Il faut juste, pour devenir Premier ministre, il ne faut pas juste traverser la rue. Il faut traverser la rue, prendre à gauche, puis à droite, aller tout droit, enjamber le mur, descendre, et enfin prendre les égouts, remonter, aller en gauche, une fois à gauche, une fois à droite, et là vous y êtes. Attends, t'as oublié le rond-point. Après le rond-point, en fait, tu demandes ton chemin au niveau de l'épicerie qui t'indique où il y a la boulangerie qui est face à la pharmacie. Et là, tu deviens Premier ministre. Voilà, okay. Après avoir... Bon, je vais pas dire les choses, mais bref. Du coup, on va peut-être oublier la question des bulles rouges pour l'instant. Ok. Coût des institutions, 1 milliard. Si le fait qu'on ait mis fin à l'ISF, l'impôt sur la fortune, 3 milliards, qui n'est pas rentré dans le budget. Qui ne sont pas. Ils ne sont pas.
Attends, Oui, tout à fait. moi aussi, je connais des choses. Hein. Oh, oh. Donc 3 milliards, 3 fois plus que le coût des institutions. Le coût J'ai envie de du, dire des gros mots. le coût du CICE, le fameux crédit impôt compétitivité entreprise, qui existe encore, qui existe depuis Hollande, qui est l'idée de dire on vous donne de l'argent, nous l'État, à vous, entreprise, en échange que vous recrutez des nouvelles personnes, vous créez des emplois. Non, non, pour moi, c'est le coup des connards qui imposent La connectique. la communauté européenne. Voilà. Ok. Pour moi, ça veut dire ça. Voilà. Et 20 donc- milliards, Et 20 donc, balles. le truc, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de présenter des recrutements d'emplois. Ah, Donc du coup, voilà. Mais ça représente 20 milliards. Toujours ça, l'échelle ça devient de 2018. plus en plus gros quand même. Ça devient de plus Oui. en plus merdique. Donc c'est 20 milliards par an en moyenne. Donc là, c'est, encore une fois, 6 fois plus que la fin de l'ISF. Et là, vous avez compris, 20 fois plus que le coût des institutions. On continue. La fameuse charge de la dette, ce que nous on appelle l'usure, les intérêts sur la dette. À L'usure. l'époque Attends, de- attends. Ce mot-là. Alors, excusez-moi, moi je fais une parenthèse, hein, d'accord, par rapport à des personnes, par rapport à certains principes de Oui, certaines Bien communautés, sûr. Bien sûr. l'usure est exclue. Elle est interdite. Alors l'usure, c'est quoi? Faire de l'intérêt sur un service que l'on rend. Exactement. Voilà. Exactement. C'est comme si là je te prête 5 euros, bah tu me rends 5 euros. Ça s'appelle rendre un service. Alors oui. Mais je suis pas supposé te demander quelque chose Ouais. en retour. En fait, il y a deux notions qui sont développées dans les 3 religions monothéistes et qui sont intéressantes d'avoir les 2 notions dans l'usure. La première, c'est qu'effectivement, c'est l'idée de rendre un service, non pas de manière gratuite, mais de manière intéressée, avec une rétribution, entre autres financière. Mais l'autre chose et l'autre dimension, c'est de rendre un service avec des intérêts, mais des intérêts usuraires, c'est-à-dire des intérêts abusifs, qui fait que ça pénalise l'autre. Il y a les 2 dimensions. Le fait qu'on ne fasse Il y pas... a aussi la dimension où en fait tu prêtes et tu demandes rien. Voilà, tout à fait. Et c'est la plus belle des dimensions. Tout à fait. Donc tu fais pas un acte... Et tu fais pas un acte voilà. pour qu'on t'en rende un autre. C'est un acte Mais altruiste. il y a aussi la notion d'intérêt abusif. Et là, on parle bien, là, dans ce cas-là... Ça s'appelle des d'intérêt degrés, tu vois, il y a des abusif, degrés. Hein. Abusif. Bah ouais, mais même en fait. Il y a des degrés. Mais là, c'est pour dire que... Mais attends, je suis désolé. Moi je repars. Un Oui. taux zéro. Oui, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, voilà. J'attends rien. Voilà. Tout à fait. Alors pourquoi on parle de ceci ou cela avec un petit peu d'intérêt? Non, 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 stop les intérêts, ça suffit. Donc ça veut dire que quand on avait une banque publique qui prêtait à 0%, elle était en accord avec les principes des 3 religions monothéistes. Ah, bah là ça Ça, c'est m'intéresse. intéressant. Ah, voilà. J'ai pas forcément vu la Banque de France comme ça. Hmm. Surtout vu ce qu'elle est devenue. Mais en tout cas, oui, c'est juste pour dire que dans l'usure, il y a quand même ces 2 dimensions. Le fait qu'on prête à intérêt et le fait qu'en plus on prête à intérêt de manière abusive. Pas de manière modérée. Abusive, Abusive, féminin. féminin. Ok. Voilà. Donc là la charge, ouais, Donc, charge, tu vois, 43 non mais charge, genre, c'est lourd, tu vois, c'est pesant. lourd. Oh là là, ça, un sac de merde en fait. C'est de la- tu vois, c'est marron. C'est volontaire le Ça, c'est marron la là? main de Christine Lagarde, Ah, présidente de la Banque. ah, faut que j'aille me laver les mains là. Et enfin, donc l'évasion fiscale, ce sont des estimations, ce qui échappe à l'impôt. 80. Ça ressemble, 100 excuse-moi de la milliards parenthèse, par an. mais ça ressemble vraiment à un sac de merde. Hein. Tout à fait, Ouais, tout à fait. ok. Donc voilà. Et les fameux 80 à 120 milliards d'euros Voilà. d'évasion fiscale. Donc ça permet de mettre en perspective la chose. Donc en fait, donc là je montre à ceux qui regardent les chiffres 2018, dépenses du budget 2018, ça représente 241 milliards d'euros. Ça, c'est l'ensemble des dépenses. Ouais. Voilà, comme quand on a vu ça, pardonnez-moi, à l'arrière, donc à peu près. Voilà, c'est bon. Ouais. Ok, maintenant par rapport au pourcentage, Oui, quand on fait le cumul des pourcentages, voilà. on va calculer ensemble les gens. Alors 41 plus 18, ça fait 59, 59. plus 8, 67,5,
68,75. Oui. 69. Eh bien, Virgule, 0,5. Oui, Bon, 69 quoi. 15. 69%. 69,15. Ouais, 109%. Ouais, mais de toute façon, calculer à cette heure-ci, ça fait mal à la tête. On est d'accord. Ah, mais juste 69%. Ouais. Non, mais là, tu me fais une pub pour les yaourts. Excuse-moi, Voilà. pas à toi, mais je te crache à la gueule. Enfin, c'est Bon, dégueulasse. après, le coût des institutions, il sera jamais de 0. Donc on va dire qu'on met ça de côté, on enlève 0,4%. Donc on est à 63,8% d'argent qui ne... 69. 69. Ah oui, pardon, 68. 68. Ouais. 68, On va dire presque entre 65 et 70%. d'argent qui soit ne tombe pas dans le budget, alors qu'il devrait, l'ESF, l'évasion fiscale, Soit qu'ils se cassent, quoi. soit qui se casse et qui devrait pas parce que c'est illégitime, il devrait rester à la maison. Mais c'est pas possible. Les intérêts de la dette et des coûts. En gros. En gros. Allez, hop, vol. Vol. C'est ça. Attends. Hop. Escroc. Un petit smiley, tant qu'à faire. Ok. Bon, ok. Bon, Voilà. ça éclaircit un peu Ça plus. peut permettre en perspective, quoi. Ok. Bon, on va passer à la feuille suivante. Hein, écoute. Oui. Alors. Bon, bah ça, on en a déjà dit une partie. On avait donc défini cette jolie courbe qui monte. Connasse. Excusez-moi des gros mots. Et donc, il y a deux couleurs pour deux choses différentes. Dette publique et cumul des intérêts. Alors, je me permets de poser la question. Oui. Si j'ai bien compris le graphique. Moi qui Ouais. suis une quiche. Hein. Donc, le cumul Moi, je des suis une intérêts, Ça va bien sans ça ne cesse de s'accroître, en fait. Mais en fait, là, ça illustre bien, vu qu'il y a les couleurs, ça illustre bien qu'avant, il n'y avait rien. C'était juste, on devait ce qu'on empruntait, Voilà. et c'est tout. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de mettre Et en là, c'est perspective que- les deux choses. Là, c'est quelle année, là? Alors là, en fait, on ne sait pas trop quand ça commence, c'est vers là. Mais vers là, ça veut dire quoi? En gros, là, c'est 1980, donc c'est un peu avant la fin des années 80. Mais je sais pas trop vous dire si c'est 79, 78, 77, puisque vous voyez le... Mais en gros, ça, c'est vers la fin des années 70, début 80 que ça part. Voilà. Alors, attends. 1980... Voilà. Moi, j'aime bien les bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Attends, j'ai bien compté ou j'ai pas bien compté? Non, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Bon, 5, voilà. Tac. Donc là, t'en enlèves 2. Tac. 1973. Oui. Hop. Qu'est-ce qui se passe à cette année-là, là? Alors, c'est la loi Pompidou-Giscard, sponsorisée par Rothschild. Alors, Pompidou, Giscard, Rothschild. Alors, on n'a pas mis le coût de la retraite de M. Giscard d'Estaing dans les dépenses de l'État, ah ouais, parce que là, il y avait plus de place sur la feuille. Mais bon, ce qu'il faut voir, donc Pompidou a été comme Macron, a travaillé chez Rothschild. Voilà. Donc il y a un lien direct. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, allez, on va le mettre au passé. C'est simple. Hein. Ouais, c'est... Donc, vu l'histoire... Il n'y a pas que deux. Il n'y a pas que deux, là. Non, mais c'est... Bah, ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, 1973, c'est le début de la défaite. C'est pas la complète défaite. Ok. La complète défaite, ça va être 1993, 20 ans après. Et c'est le début de la défaite. Pourquoi ?
Parce que avant, en fait, la Banque de France, elle existe depuis 1801, depuis très 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 longtemps. Mais jusqu'en 1945, donc 1801-1945, c'est quand même pas mal de temps, c'était une banque privée. Ok. C'est-à-dire c'était une banque de banquiers. Les actionnaires de la Banque de France, c'était les banquiers. Il n'y avait pas de présence de l'État et l'État n'était pas l'actionnaire principal de la Banque de France. 1945, on vire tous ces braves gens qui n'étaient pas très braves pendant la guerre d'ailleurs et qui n'ont pas financé des gens très braves. Pas tous, mais certains n'ont pas financé des gens Une très grande braves. majorité. En tout cas, je sais pas. Donc, mais en tout cas, il y a des banquiers notables qui n'ont pas fait que du financement très brave. Entre autres, la banque Lazare Frères en France, pour ne citer qu'elle. Mais sans parler de la banque Rothschild, c'est une autre histoire. Mais en fait, dans l'histoire, c'est toujours plus compliqué, mais bref. Mais en gros, vous avez des gens pas très braves qui ont financé pas des gens très braves. Donc on vire tous ces gens-là et on met à la place l'État, l'actionnaire unique. Ok, 1945. Simplement, on en fait plus que ça. On dit ceux qui vont diriger la banque publique, ça va être les gens qui représentent la vraie richesse en France. Le patronat, les travailleurs. Donc, à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Le patronat, c'est quoi? Il y a des personnes qui peut-être ne comprennent Oui, pas oui, ce bien mot. sûr. Alors, Parce que les travailleurs, si, on c'est comprend très bien. évidemment les patrons et les patronnes. C'est ceux qui, dans l'économie, apportent un capital qui permet de construire une entreprise. Le travailleur, c'est celui qui amène son travail, qui permet que l'entreprise puisse produire quelque chose. Parce que sans ce travail, les machines, elles ne fonctionnent pas tout seules. Les entreprises, elles ne fonctionnent pas tout seules. Et le patron, normalement, c'est celui qui amène le capital. Donc, vous avez des petits patrons, vous avez des moyens patrons, vous avez des grands patrons. Voilà. Et donc, les syndicats qui, à l'époque, représentent les travailleurs et les syndicats qui représentent le patronat sont aux manettes de la Banque de France. C'est eux qui contrôlent ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler le conseil de gouvernance, le conseil d'administration, peu importe son nom. Ils sont aux manettes, ils dirigent la Banque de France. Voilà. Ok. Donc maintenant, ça c'est quoi? 73, attends, j'ai pas fini. Ah bah 73, c'est fini. Au revoir les syndicats de travailleurs et les syndicats de patrons. Et à la place, on met qui? Des experts financiers. Traduction, des banquiers. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose dans cette loi de 1973, c'est qu'elle impose, Je t'écoute. elle impose un plafond. C'est-à-dire la Banque de France peut continuer à prêter de l'argent à l'État, mais sous certaines conditions qu'il n'y avait pas avant, et avec un plafond, pas plus de. Donc à partir de 1973, la Banque de France prête de moins en moins. Elle continue à prêter, mais elle prête de moins en moins à l'État. Ça dégringole. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la loi 73, c'est le début de la défaite. Mais la vraie date de la défaite, c'est 20 ans après, 1993. On reviendra dessus. 1993. Ouais. Il se passe quoi en 1993? En fait, un an avant, le peuple français a fait confiance à Mitterrand et a voté par référendum dans le traité de Maastricht de 1992. Pardon. Et dans le traité de Maastricht... Maastricht. Ah. Ok. Et donc, dans Mauvais ce élève. traité de Maastricht, il y a plein de choses, mais il y a entre autres la création de la Banque Centrale Européenne et de l'euro. L'euro et la Banque Centrale Européenne. Voilà. Et donc, 1993, c'est une loi française qui modifie les statuts de la Banque de France pour se conformer à l'arrivée future de la Banque Centrale Européenne et de l'euro. Ils vont arriver en 2000. Et donc, le statut de la Banque de France, et tout le monde peut consulter ça en tapant statut de la Banque de France. Vous lisez pas tout, vous lisez l'article 1, et vous verrez l'article 1, article 1, statut de la Banque de France, voilà, avec un S quand même. Ok. Il y en a plusieurs, ouais. Article 1. Voilà.
Et c'est très simple parce que en lisant l'article 1, d'abord c'est compréhensible pour le commun des mortels. La Banque de France n'a plus le droit de prêter un seul centime, un seul franc, un seul billet de banque à l'État. Ok. Et l'État n'a plus le droit de dire un seul mot d'ordre, un seul conseil à la politique monétaire de la Banque de France. Autant dire, elle devient indépendante, autonome, tout ce que vous voulez. Bref, elle n'a de compte à rendre à personne, sinon à la Banque Centrale Européenne. Et cet article 1, c'est bien écrit, modifié, parce qu'avant c'était pas ça, modifié par la loi plouf 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 de 1993. Vous pourrez vérifier. C'est Alors, deux du lignes. coup, là, si je te fais un mode FR, je te fais un mode ES, IT, Ouais, BE, ah oui, BE, ALL, ouais, etc. Donc, tous les pays là, ils donnent compte seulement à la BCE, quoi. c'est ça. Hop, 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 C'est ça. hop, hop, et hop. Donc, en Voilà. fait, Donc ça c'est interdit. les États. Allez, je fais l'élève. Hop, les États. Non, hop. Tin. C'est ça. En fait, c'est fini, quoi. Donc ce qu'il faut C'est ça voir. qui nous emmerde, là. Donc ce qu'il faut voir, c'est que première étape, on vire les syndicats de travailleurs et de patrons. Deuxième étape, l'État n'a plus le droit d'emprunter de l'argent à la Banque de France. Donc la Banque de France. Je vais faire une toute petite parenthèse Vas-y. par rapport aux personnes qui commentent. Ouais. Il y a des personnes qui ne sont pas informées. Le but de ce live est d'informer les gens. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on fait ce live. Il y a des personnes informées, c'est très bien. Mais ces personnes qui sont informées, bougez-vous le cul, montez des équipes, faites des choses. Les personnes qui ne sont pas informées, comme ceux qui le savent, vous êtes tous les bienvenus. Un esprit bienveillant, toujours, quand vous venez voir les lives, peu importe sur quelle page, il faut toujours être bienveillant. Reprochez pas aux personnes d'essayer de comprendre la situation, de savoir ce qui se passe. C'est important, en fait, de s'encourager, justement, à prendre connaissance des choses. Surtout qu'il y a des personnes qui pensent savoir et en fait qui colportent des demi-vérités sans le vouloir et donc qui peuvent, Ou parfois des mauvaises informations. malgré eux, donner l'image de moins de sérieux de la dissidence. Parce que je reprends le crayon. Ouais. 1993, 1973. Ça, les gens connaissent. Mais en fait, il y a quand même un truc là. La dette, elle est quand même partie déjà, elle s'est pas mal envolée, et les intérêts aussi. Et en fait, 1983, ça c'est quelque chose que les gens connaissent. Triangle. Oh, je sais pas, j'aime pas ces chiffres. Ouais, vas-y, je t'écoute, pardon. Excuse-moi. En fait, on est sous François Mitterrand. François Mitterrand n'attend pas la loi de 1993 qui était adoptée alors qu'il était président, pour s'interdire de le faire. C'est-à-dire, dans la pratique, même s'il a toujours le droit, dans la pratique, l'État n'emprunte plus à la Banque de France. Donc c'est pour ça que la Banque de France, elle a le droit de prêter à l'État, mais l'État ne veut plus. L'État, c'est François Mitterrand. Il ne veut plus. Et du coup, l'État emprunte que aux banques privées. Du coup, c'est là que ça part déjà en couille. Donc, c'est... Cacahuète, j'ai pas des gros mots. Pardon. Cacahuète. Donc c'est pas 1973 qui interdit à la Banque de France de prêter à l'État, c'est bien 1993. Mais l'élite de l'époque, socialiste en majorité, mais ça n'a pas été remis en cause ensuite, l'élite de l'époque décide de ne plus emprunter à la Banque de France alors qu'ils ont droit. La loi encore autorise. Il y a des plafonds, etc., mais ils peuvent. Donc c'est ça la question de fond, c'est qu'on a une élite qui ne veut pas utiliser un outil utile et intelligent. Parce que je rappelle que la Banque de France, c'est bien beau de prêter à l'État, mais qu'est-ce qui empruntait à 0% à l'époque? Les SNCF, les hôpitaux, ils empruntaient pas à des banques privées, à la banque publique qui prêtait à 0%. Attends, Les est-ce que tu hôpitaux, peux me dicter la phrase, s'il te plaît? Les hôpitaux? Alors, hop. La SNCF, les hôpitaux. Et toute entreprise Alors, publique. APHP, on va le faire comme ça. Ouais, ça c'est Hôpitaux. de Paris. Que de Paris? Ah oui.
crois que Ah c'est oui, d'accord. Oui, bah oui. ça. Oui. Plus hôpitaux. Hôpitaux en règle générale. Ouais. Les entreprises publiques Ouais. empruntaient En fait, quand il y a de l'écrit, c'est bien, on retient aussi Ouais. à la mémoire visuelle. Empruntait, à la Banque de France à Ah. 0%. Banque de France. Et cerise sur le gâteau. Oh, j'ai écrit comme un cafard. Ouais, ouais, ouais. Cerise sur le gâteau, ou rajout, les communes empruntaient non pas à la Banque de France, Ah, petite nuance, mais au Crédit Local de France, qui Les était communes. une banque publique. alors, peux-tu me dicter cette Les phrase? communes empruntaient au Crédit Local de France. Allez. Voilà. Donc à des taux d'intérêt très 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 bas, pas d'usure, pas d'abus. Et ça, c'est en 89 que ça change, mais peu importe. Ok. Voilà un peu, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce graphique qui permet de balayer. Donc même les gens qui, dans la dissidence, disent ouais 73, attention, 73, oui. Mais pas interdiction à la Banque de France de prêter à l'État. Ça c'est 1993. Alors je sais que des gens qui adorent un certain monsieur qui est très anti-européen vont adorer. C'est vraiment la rentrée dans l'euro qui plombe. clôture la défaite totale. Le début de la défaite 73, mais la défaite totale c'est 1993. Voilà. Ok. Alors, je fais une toute petite parenthèse avant qu'on poursuive. Oui. Si jamais ça coupe, on revient en moins de 3 minutes. Oui. Voilà. Sait-on jamais. Parce que le téléphone, je sais pas ce qu'il me fait là, mais voilà. Ok. Ok. Par contre, du coup, Quand je regarde ce graphique, oui. parce que du coup, j'ai quand même appris quelques petites choses depuis. Ça monte, ça monte, ça monte, les intérêts, ça monte, ça Oui, monte, ça monte. c'est ça. Et en fait, au moment où c'est vraiment fort, parce que il faut regarder aussi ces chiffres-là. Ouais. Hop, voilà, en milliards. Ouais. 1000 milliards. Ok, 2000 milliards, oui. vous voyez ou pas? Donc là, si je regarde, là c'est 2018, hein, d'accord? C'est pas Ouais. 2020, hein, parce qu'on n'y est Mhm. pas encore. Entre deux, on va dire que c'est 2014. Mais c'est le moment où ça grimpe le plus, si vous remarquez. Alors, si je puis me permettre de te contredire en direct, Bah, auquel je vois, c'est là en fait que ça part en couille. Parce que là, il y a un petit plat et là, ça repart. Ouais, mais ça venait Et là juste de partir de au-dessus de 1000 milliards. Là, Ouais, c'est quand c'est bien mais ce que je veux installé, dire, tu c'est vois. Par rapport à avant, il y a. Ouais. c'est- Ouais, mais ça fait encore des petites marches, tu vois. Enfin, Hein, 2008. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en Ok, 2008? bah alors, tu sais pas faire un 2 à l'envers. Hein. 5008, C'est vrai. on n'y est pas. Hein. Je sais même pas si on va l'atteindre cette année. 2008, la crise financière. Eh L'État ouais. a sauvé les banques. Non, ça n'a rien coûté. Ah bah, pourtant, ça se voit. Hein. Mhm. 2008, Grèce. Et crac. Et crac. Pardon. Crac. Ah, j'ai écrit comme le truc, la drogue, Non, là, la je sais pas quoi. française. Mais, bon, bref. Ok. Voilà, c'était. Bon, en mais gros, je pense que les- en fait, quand ça finit d'être escalier, parce que moi, c'est comme ça que je Ouais, visualise, là, ouais. hein, avec mes yeux de noob. Mhm, C'est bon? mhm. Là, c'est constant. Oui, c'est ça. Là, c'est pas constant. Ça monte. Justement, Voilà, ça avant monte. la crise financière. Ah ouais, mais justement, c'est à partir de là. C'est à partir de là que ça devient. Eh bien, je cherche. Ça passe en montée, montée, On va montée, demander aux montée. internautes de chercher qu'est-ce qui s'est passé alors. Mais en tout cas, Mais alors, oui, je sais qu'il y a eu la Voilà. crise en 2008. Oui, c'est ça. Enfin, 2010, 2009, 2008, c'est là en fait d'ailleurs. C'est ce bateau. Ok. Là, en gros, c'est la zone bordel. C'est Voilà. bon, comme ça, on va le résumer comme ça. Maintenant, moi, je te parle de là. Ouais, mais j'ai C'est pas bon d'explication. Ok. Moi, tout ce que je vois là, par rapport à ce que moi j'ai appris, Mhm. que d'ailleurs tu et d'autres personnes expliquent,
c'est que là, il y a eu un problème, là, en 2014. Ouais, mais je pense pas que ça a un lien avec. C'est une fois qu'ils sont bien installés. Parce que pour l'instant, c'était assez, Ouais, entre guillemets, Pourquoi ça pas montait, Je pense ça comme une montait, hypothèse. Je pense comme ça une montait, hypothèse. Ouais. c'était brouillon. Là, ils ont tout explosé, là. Ouais. Pour moi, ils ont tout explosé, là. Quand je regarde ça et que j'y comprends rien, pour moi, c'est maintenant que ça explose tout. Donc, en j'installe 2014 quelque chose qui me permet d'être à l'aise. Ouais. En 2014, c'est quand vous avez une ordonnance de juillet 2014. Et ça, c'est quelque chose que toi, Chat Noir, tu as contribué à en a cherché ensemble avec Non, Cyrus. c'est la combien? Oh, ça, j'en sais pas, moi. Mais en tout cas, cette La ordonnance. 300, machin, je me rappelle plus. 863. Ordonnance machin tiré de 863. Ça doit être ça. Qui sera Alors cette ordonnance en fait c'est quoi? Si tu veux l'expliquer brièvement. Oui, c'est très simple. C'est que à partir de là, ceux à qui on a emprunté de l'argent ont droit d'être anonymes. On ne connaît ni leur nom ni leur prénom. Donc clairement pour Personne. l'État, quand il emprunte à partir de ce moment-là, il ne sait plus qui sont les détenteurs de la dette. Alors l'État, j'en sais rien, mais en tout cas les députés, le peuple, les sénateurs n'ont pas le droit de savoir. N'ont pas le droit de savoir. Ils ont D'accord. droit à l'anonymat. Est-ce qu'il y a, Est-ce que Bercy ne sait pas? J'en sais rien. est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place pour gérer ça? Parce qu'il y a bien forcément des personnes qui savent, mais qui sont juste tenues par le secret. L'agence France Trésor, l'AFT, Agence France Trésor. Tout à fait. Mais qui se situe où? Oh, c'est dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. Qui se situe à... Ah oui, à Bercy, mais à Paris. Oui, tout à fait. Donc il faut savoir que les gens qui conseillent l'agence France Trésor, et ça là on l'a bien expliqué quand on avait été devant l'agence France Trésor d'ailleurs, Cyrus l'a bien expliqué, parmi les gens qui conseillent l'agence France Trésor, vous avez des banques comme JP Morgan ou Morgan Stanley si vous préférez, son nouveau nom. Or cette banque, on vient de l'apprendre, a gagné du fric sur notre dos, sur la dette, a fait des bénéfices en spéculant sur la dette française. Okay. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer. Ne vous inquiétez pas, les amis, c'est bientôt fini. On va arrêter de vous faire mal à la tête dans pas très longtemps. J'aimerais comprendre ça. Ouais. Enfin, moi j'ai à peu près compris, mais peut-être que les personnes en voyant juste l'image ne sauraient pas ce que c'est. Donc en fait, je me permets, j'essaie de le transcrire comme je le comprends. Et puis si je me trompe, n'hésite pas à me le dire. Pareil les gens. Hein. Donc là, on est actuellement dans ce système. C'est ça. Ok. Puisque moi je vois du rouge, donc je vois du rouge, ça veut dire que c'est pas bon. À part en rouge à lèvres ou des tomates. Enfin bon, voilà. Du coup, la Banque centrale européenne, donc on est dans l'eurosystème. Avec les 100 milliards d'euros par an, c'est une moyenne sur 9 ans qui est ramenée. Enfin, ramenée, bon. En gros, 100 milliards d'euros. Je vais résumer cette phrase parce que moi, des phrases comme ça me fait mal au crâne. Excusez-moi. Hein. Mais l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Donc, essayez de comprendre aussi. Aidez-moi. En gros, 100 milliards d'euros sont versés par la France en moyenne chaque année à la Banque centrale qui utilise, elle utilise ce montant-là pour la spéculation. Non, mais ou j'ai pas compris. J'avoue que je suis le fautif. Je vais expliquer très simplement. Parce que franchement... Je refais mon propre graphique, je le refais en direct, les amis. La BCE, elle a injecté
4300 milliards d'euros sur 9 ans. Ouais, j'essaie d'écrire à l'envers, ça marche pas. Bon, bref. La BCE, elle a injecté 4300 milliards d'euros sur 9 ans. Elle a injecté ça. C'est-à-dire, elle a prêté aux banques privées d'Europe de l'argent. Et pourquoi elle a prêté de l'argent? Pour sauver les banques et surtout faire que les banques continuent à financer l'économie réelle depuis le krach financier. C'est pas des banques publiques, c'est des banques privées. Ouais. Mais il y a un krach financier. Donc en fait, nous on s'occupe du privé alors que le public passe avant. Enfin moi je pose la question parce qu'il faut bien qu'on comprenne. Bah, en fait, alors du coup, il y a un truc vachement simple qui fonctionnait à peu près bien jusqu'au moment du krach financier. C'est le marché interbancaire. Marché interbancaire. Entre les banques. Les banques se prêtent entre elles. Ouais, c'est des merdes. Au quotidien, il y a des banques qui ont plus de besoins que les autres. Et ça évolue au quotidien. Donc elles se prêtent entre elles. Et en fait, depuis la krach financier, elles n'ont plus confiance entre elles. Okay. Donc elles ne se prêtent plus. Donc la Banque Centrale Européenne, la banque des banques, a pris le relais. C'est ces 4300 milliards sur 9 ans. C'est la somme sur 9 ans. Donc ça a été fait en 2008 ce graphique, donc vous avez compris. Hein. C'est de 2009 à 2018. Pardon. Ok. Voilà. Ça, c'est la Banque Centrale Européenne. Elle injecte cet argent-là dans les banques. Dans le privé. Dans le privé. On peut le faire comme ça, non? On peut le résumer comme ça, non? Maintenant, si on prend la France... Non, mais moi, je veux regarder ça Justement. et je veux juste comprendre. En fait, la Banque Centrale Européenne, ce qu'elle cherche à faire, c'est verser au privé. Elle a sauvé les banques. Elle remplace ce que faisaient les banques avant, entre elles. Elle remplace. Elle a pris le relais. Je recommence ma phrase. En gros, la Banque Centrale Européenne verse au privé. Oui, tout à fait. Elle prête de l'argent au privé. Oui, elle verse cet argent-là, elle le prête. Voilà. Il y a des intérêts? Alors, justement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'elle prête de l'argent, mais comme c'est pour aider les banques à financer comme elles, au départ, il y a 9 ans de ça, elle continue à le faire. Il y a 10 ans de ça maintenant, puisque l'année passée, elle prêtait à des taux d'intérêt bas. Mais maintenant, elle prête à quasiment 0%. Excusez-moi, j'ai une rupture d'anévrisme. Excusez-moi. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie de ce truc-là, mais j'ai mal expliqué. Trouve-moi une poutre, je vais me pendre. Deuxième partie, c'est juste que j'ai pris en fait la part de la France par rapport à la zone euro. Puisque quand on parle de la Banque Centrale Européenne, c'est la banque qui s'occupe de l'euro. Donc j'ai pris la part du PIB, de la richesse de la France, comparée à la zone euro. Tu expliques PIB, parce qu'en fait là tu Produit vas... interbrut, c'est l'ensemble de la richesse produite par les Français et les Françaises, simplement. Donc en fait le PIB, pour résumer, c'est nous qui en sommes les créateurs, quoi. Ouais, c'est la plus-value apportée c'est les travailleurs, par les Français en fait. par leur travail. Okay. En gros. Donc, pour dire rapidement les choses. Justement, en disant rapidement, mais on va aller au raccourci, en fait. On travaille, on crée de la richesse, voilà. Et ils nous en fument avec notre propre richesse. Non, on va trop vite. Cette part de la richesse par rapport à la part de la richesse de la zone euro, ça donne un pourcentage. Et c'est 100 milliards. C'est donc l'équivalent de la part de la France dans la zone euro, comparé à ce total. C'est loin. Voilà. Ouais. C'est loin. Oui, bon bah en gros je vous fais un calcul simple. Non mais c'est loin, je te parle pas de ça, je te parle de la feuille. Ah oui, pardon. En gros, vous avez compris, 4300 milliards d'euros sur 9 ans. Par an, ça fait combien les amis? Je vous laisse calculer. Par an. Attends. Si c'est sur 9 ans. Donnez-moi le chiffre 4300 divisé par 9. Laisse-leur le temps de faire le calcul. Patiente un peu. Sois patient. Arrête.
4300 milliards sur 9 ans. Combien cela représente-t-il sur une année? C'est ça. Il suffit de faire une division. C'est ça. On a une première réponse de Simon qui dit 358 milliards. Je répète la question. 300 milliards d'euros sur 9 ans. Nous voudrions savoir, par rapport à ce chiffre-là, sur un an, quel serait le montant? Donc il suffit de faire une division. Ah, tu nous as sorti le truc comme à l'école, là, tu vas nous faire mal au crâne. Là. Les gens, ils vont prendre un Aspégique ou un Doliprane, là, ils vont se cogner la tête contre les murs. Bah, à part Simon, hein, qui essaye. C'est bien. À la louche, 43 milliards de la part de André James. Parce que c'est presque 10 ans, effectivement, ce serait possible. Dimitri Ballan dit aussi 358. Bon. Et Augustin pose la question, il n'y a pas d'intérêt? C'est carrément des intérêts, ça. Forcément. Nain Becca dit 358 333 333. Bon, bah ma calculette ne dit pas ça, les amis. Voilà. Donc, en gros, 478 milliards. Et maintenant, on regarde la part de la richesse produite par les Français par rapport à la zone euro. Et ça fait à peu près 100 milliards. Voilà. Ok. C'est pour avoir une idée de proportion. Donc la money dans la Voilà. spéculation. Et du coup, il y a eu un emploi créé. Celui qui a suivi le dossier. Voilà. Parce que vous n'avez pas vu, en fait, que donc, la Banque Centrale Européenne prête à des taux d'intérêt super intéressants, puis finalement à 0% aux banques privées. Vous n'avez pas vu dans votre quotidien une amélioration de votre pouvoir d'achat. La preuve, vous avez mis votre gilet jaune en novembre 2018, c'est-à-dire 9 ans après que 4300 milliards étaient déversés par la Banque Centrale Européenne sous forme de prêts à 0% aux banques. Donc ça n'a pas vivifié l'économie, la preuve. Sachant que les banques, en fait... Enfin, c'est juste une question, hein, mais les banques, en fait, quand elles sont au crash, elles prennent les thunes chez les gens. En Donc plus, elles prennent les thunes dans tous les sens. dans tous les sens, on leur prête. Sachant que ces leur prête banques-là vachement font de la spéculation. Donc attention, c'est un terme non maçonnique que je vais sortir, mais c'est pour les initiés quand même. Ce que je viens de vous parler là, ça s'appelle quantitative easing. Quantitative easing, QE. Ou en français, attention, ça c'est pour les initiés et de les initiés, relâchement quantitatif. La traduction de quantitative easing. Ça, c'est la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne depuis 10 ans et elle continue. En juin là, de cette année, ils ont réactivé le processus. Voilà. Ah non. Donc, ça c'est le monde d'aujourd'hui, ça c'est le monde de demain. Le monde de demain, en fait, la Banque nationale, donc la Banque de France, Voilà. prendrait ce même montant Voilà. pour investir dans des infrastructures. Voilà. Et ça pourrait créer C'est une estimation. 1 million. 1 million d'emplois Voilà. Par an. Hein. par an. Purée. Donc ça peut paraître beaucoup 100 milliards pour les gens, et c'est beaucoup que l'État investisse 100 milliards dans l'infrastructure, mais ce n'est pas beaucoup, ça représente, par rapport au système actuel, la part française dans l'ensemble de l'argent que la Banque Centrale Européenne prête aux banques privées. Voilà, c'est juste que ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est déjà Et le du cas. coup, je me permets de regarder tout en bas. hein. 100 milliards d'euros. Bon, c'est soit, pas soit. Oui, 4,5% du produit intérieur brut de la France. oui, tout à fait. D'accord. Maintenant, Voilà. bon, on va vous piquer un peu les yeux, excusez-nous. Le cercle vicieux de l'argent.
Ouais. Là, c'est un petit peu un... Comment te formuler ça, si je le comprends bien? C'est la mécanique horrible du monde dans lequel nous sommes. Actuellement, voilà. C'est la Oui. situation actuelle, en fait. L'étau se resserre sur le travailleur, Mm. Sur l'ouvrier. Alors, peu importe quelle flèche ou cellule on prend, Mm. le sens On va c'est comme partir par là. ça. Ouais, le sens, Bah, c'est Banque comme ça. centrale, puisqu'on vient d'en parler. Voilà. Enfin, les banques centrales. Bah, comment vient... Oui, tu peux le commenter d'ailleurs par toi-même. Ouais. Vas-y. Les banques centrales servent l'ensemble des banques privées On vient de le voir. qui elles-mêmes alimentent la spéculation. Ça veut dire qu'elles jouent avec vos thunes. La spéculation crée de l'instabilité, puisque forcément, quand on fait de la spéculation, des paris, on n'est pas sûr de gagner. Et en fait, ça peut amener à des crashs Mhm. financiers. Et une fois qu'il y a des crashs, qu'il y a l'instabilité qui amène à des crashs, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on sollicite les banques centrales qui servent l'ensemble des banques privées, qui alimentent la spéculation. C'est un cercle vicieux. Voilà. J'aime pas ça, moi. Non. Bon, va-t'en. Ah, voilà, on y est. Le meilleur pour la fin, le cercle vertueux de l'argent. Ouais. Et ben voilà, si on était parti de la Banque nationale, elle financerait justement les investissements de l'État, qui eux-mêmes investissent dans l'urgence sociale et les infrastructures, permettant d'équiper l'ensemble des travailleurs, qui formerait un conseil du crédit. Alors, qu'est-ce que ça peut être le conseil de crédit? Bah, c'est la flèche suivante. Déjà, on définit sa fonction. Ok. Le conseil du crédit dirige. La banque de France. D'accord. Alors, si on prend ce qui existait avant et qui... a Je laisse le fonctionné- fléchage derrière, c'est volontaire, les gens. Donc, ce conseil du crédit, de 1945 à 1973, on l'a vu, Mhm, c'était des syndicats de travailleurs et de patrons. mhm. Alors aujourd'hui, ça marcherait plus parce que au-delà de si on aime ou on n'aime pas les syndicats, vous connaissez notre position en tant que constituant par rapport aux syndicats. On dit bien pas le syndicaliste de base qui fait son travail, mais les cadres syndicalistes. Mais au-delà de ça, de toute façon, il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, 93% des travailleurs ne sont pas syndiqués. Ou on le dit de manière inverse, 7-8% des travailleurs et Ce travailleuses serait intéressant de faire sont un live syndiqués. là-dessus. Ouais. Mhm. Donc du coup, si vous avez un conseil du crédit avec les gens qui représentent les travailleurs et qu'ils sont 7%, ils représentent que 7%, ça marche pas. Donc il va falloir inventer quelque chose d'autre. On peut mettre du tirage au sort, on peut penser à une autre forme de représentativité que les syndicats, peu importe, je vous laisse à votre imagination, mais l'idée c'est que l'ensemble des travailleurs, ceux qui produisent la richesse, se retrouvent au sein du Conseil du crédit à décider de la politique monétaire de la Banque de la France, la Banque de France nationalisée ou renationalisée. Ça, c'est le cercle Donc, vertueux de l'argent. le conseil du crédit dirigerait la Banque nationale, qui Voilà. financerait les investissements d'État, C'est ça. eux-mêmes, qui investiraient dans l'urgence sociale et les infrastructures, Mhm. qui équiperaient l'ensemble des travailleurs, C'est ça. qui eux-mêmes formeraient le conseil du crédit. Voilà. Eh ouais. Donc c'est ceux qui travaillent et produisent une richesse qui, in fine, décident où on investit pour l'avenir, pour le futur et pour les générations futures. Ce qui est tout à fait normal. Mhm. Ok, ok. Bah, merci en fait pour cet éclairage. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'ensemble de ces graphiques, de ces documents en fichier PDF et en fichier JPEG, en tout cas en fichier JPEG de manière certaine, sur notre page des Gilets jaunes Constituant 93. Vous pouvez vous l'approprier, l'imprimer, en discuter, etc.
Si Ouais, vous avez n'hésitez des- pas, Si vous surtout. avez des questions, envoyez-nous ça par Messenger ou dans les commentaires, on va les relire après, on va regarder ça. Il y a une question que Claude Devar pose. Et comment mettre, en gros, cela en place? Alors c'est pour ça qu'on insiste beaucoup avec nos amis des Gilets jaunes constituants des autres départements sur le moratoire de la dette. La première étape de tout ce qu'on vient de parler du cercle vertueux de l'argent, c'est pas ce qui est écrit là, c'est de déclarer que cette dette est odieuse et illégitime. Et Le mort à la dette. mort à la dette, voilà. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Moratoire sur la dette, c'est que première chose, on arrête de payer la dette tant que on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, à qui on doit, ce qui est légitime de ce qui n'est pas légitime. Mhm. Donc ça c'est la deuxième étape, on fait un sorte de scanner de la dette. Ça c'est public, hein. C'est devant vos yeux, devant tout le monde. Donc l'ordonnance de 2014, par exemple. Mhm. Et une fois que cette étape est faite, eh ben on dit il y a une part de la dette qui est légitime parce que c'est du capital qu'on a emprunté, qu'il y a quelque chose de réel. Et il y a une part de la dette qui est pas légitime. Et ben on prend une gomme, parce que les comptables c'est ça, hein. On prend une gomme, on efface. C'est fini, ça suffit. Voilà, parce Parce qu'on n'est pas à l'origine de ça, en plus, on n'a rien demandé. Non, mais ça veut dire le peuple français, Mais il faut le dire. les institutions disent, reconnaissent, l'affirment, après avoir fait un travail et une étude de la dette, cette partie de la dette n'est pas légitime. Et à partir du moment où l'autorité, les élus, le peuple disent ce n'est pas légitime, bah, ils sont comme des cons en face. Oui, mais il y a aussi l'amont. Les gens doivent être au courant qu'en fait, ils n'ont pas du tout décidé d'être là-dedans. C'est ça. D'où le moratoire sur la dette, d'où enclencher cette procédure en plusieurs étapes, qui est tout à fait normale. Donc en fait, Parce qu'on n'a pas demandé là, l'avis aux gens. là, je vais le résumer à ma façon avec mes mots. On n'a rien demandé, on est endetté, Ouais, il faut demander un moratoire sur la dette, geler la dette en attendant que tout soit trié, et puis ce qui est vraiment dû, qui est nécessaire, bon bah, on s'y tient, et le reste, dégage, casse-toi, à la revoyure, sayonara, que le diable t'emporte à 312 km, tire-toi là, trace ta route, bye bye. Taille taille. où c'est quand même compliqué par rapport à ce que tu dis. Moi, je suis un peu moins romantique sur le peuple que ce que tu viens de dire là. Le peuple a quand même voté pour le traité de Maastricht, dans lequel il y avait l'abrogation du statut de la Banque de France. Et le peuple, on l'a tout fait, c'est vrai, mais s'est écarté d'une culture économique de base. Et ce que moi j'ai trouvé intéressant en me replongeant là-dedans, c'est les Gilets jaunes, que je considère toujours comme l'avant-garde révolutionnaire ou évolutionnaire du peuple français. Donc ça veut dire les gars, les nanas, qu'on a une responsabilité particulière, donc on doit se prendre encore plus au sérieux, mais toujours avec le sourire et le rire. Parce que on a commencé à pointer vers cette question de la dette, vers ces questions de statut de la Banque de France en novembre et en décembre 2018. Donc c'est bien, on commençait à sortir d'un cycle infernal dans lequel le peuple français s'était mis, ou avait été mis, où il n'avait pas de culture économique de base, la dette, le statut de la Banque de France, tout ça c'est bien compliqué quoi. C'est compliqué et ça restera toujours compliqué, mais le fait qu'une partie du peuple français en jaune décide on va aller regarder de ce côté-là parce qu'on sait que ça touche à une question fondamentale, ben ça veut dire qu'on a une responsabilité particulière parce que là, ce qui nous attend à court terme, c'est un krach financier. Et si on ne fait pas un certain nombre de mesures, dont reprendre le contrôle sur la monnaie, on va être dans le baba, bien pire qu'en 2008-2009. Ça, c'est à court terme. Et deuxièmement, si on veut une économie qui fonctionne pour nous et nos gosses, il va falloir qu'on reprenne le contrôle sur la planche à billets, qu'on ait un conseil du crédit avec l'ensemble des travailleurs qui soient représentés ou qui soient avec une représentativité réelle et pas syndicale, parce qu'aujourd'hui ça ne marche plus, dans ce conseil du crédit. Autrement, on ne décide pas où on investit et comment on a des infrastructures de qualité pour tous, pas juste pour les grandes villes, pour tous. Voilà. Ok, donc en fait, moi je le résumerai d'une façon plus simple. Quand on veut, on trouve un moyen. Quand on veut pas, on trouve une excuse. Donc il faut se bouger pour se trouver des solutions. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Donc
Allez vers la connaissance. Si vous ne saviez pas certaines choses, n'hésitez pas à approfondir vos propres recherches et à poser des questions. Voilà, vous passez par Messenger, il y aura des réponses données, il n'y a pas de souci. La chose que je peux dire me concernant, en fait, c'est que si on ne fait pas les choses aujourd'hui, qui va les faire à notre place? Voilà. Moi, je pense que les personnes, effectivement, comme je le vois dans les commentaires, tout a été fait, effectivement, pour que vous soyez... nous soyons tous malléables, manipulables, etc. Qu'on dévie le regard à droite, à gauche. Mais c'est quoi ceci, c'est quoi cela? Et je poursuivrai même en disant, en fait, là, tout le monde regarde sur le 5 décembre. Après, ça, ce n'est que mon opinion. Les problèmes que les gens affrontent, ou vont affronter, par exemple, le 5 décembre relatif aux retraites, ben, en fait, ça part du problème dont on vient de parler aujourd'hui, finalement. C'est un effet domino négatif. Et en fait, si on arrive à solutionner ce problème majeur, ça aura un effet domino positif. Voilà. Tout à fait. Donc, en tout cas, on espère que vous avez apprécié cette vidéo explicative. Voilà. En toute modestie. Voilà, on a voulu prendre le temps d'expliquer aux gens parce que parfois, effectivement, il y a des personnes qui peuvent regarder des lives, donc ça va vite. Ça va très vite. On n'a pas le temps de poser tout d'ailleurs. Voilà. On pose parfois les grandes lignes, mais on ne va pas dans le fond des choses. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de s'efforcer de faire à l'avenir régulièrement pour que vous puissiez être informés, que voilà, vous partagiez ces choses-là avec d'autres personnes. Et même, voilà, si vous-même, parfois ça peut arriver qu'on ait envie d'expliquer quelque chose qu'on a appris à un proche, un voisin, n'importe quoi, même sur un rond-point, peu importe. Et bien en fait, là, si vous n'avez pas d'aisance à expliquer les choses, c'est pas grave, ben, vous avez juste à partager la vidéo ou à donner le lien à la personne, et puis voilà. Allez, bonne soirée à tous, prenez soin de vous, bon repos, et motivez. Hein. Ciao. Un peu de musique quand même, faut pas déconner. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous, le bingo, c'est nous, le tiercé, le quartier, c'est encore nous. Le quartier plus. On te reçuse, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe l'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignettes et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto, droit d'immatriculation privée, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages. Nous sommes le sac, crasse et carbalasse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Je t'offre un pot. Et oui, un pot. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects. Impôts fonciers, impôts rentiers, impôts sur les grandes fortunes, impôts même si t'as pas de thunes, impôts sécheresse, impôts richesse, impôts nouveaux, impôts recto, impôts verso, impôts sur le revenu, impôts sur les revenants. Sur le sac, quand crasse et carbalasse, qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui Ah ouais, j'aime bien ces photos. Et t'as des classes,
d'inflation. Tu sais ce que ça veut dire IFA? Impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé. Cotisation complémentaire de 0,1%. Contribution sociale de solidarité. Attends. C'est pas fini. Majoration relevée, charges sociales et plus-value, cotisation pré-retraite, cotisation post-retraite. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, ton zéro, tes actions, tes cigares, ton liquide, tes pourliches, ton salaire, tes bénéfices, tes magots, tes lingots, tes nafos, tes badelettes, tout ce qui te reste, t'assumer de ton fond, on te sucera jusqu'au fond. Sur ça, quand c'est gravalasse, et que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu veilles, impossible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rafent tout. Nous sommes URSAF, quand c'est gravalasse, que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu veilles, impossible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rafent tout. Salut, TVA, dia. Nous sommes URSAF, quand c'est gravalasse, que tu sois, quoi que tu fasses. Faut que tu craches, faut que tu veilles, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rafent tout. Nous comprenons votre douleur, c'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession. Ciao. On déchire ça, hein. C'est de la merde.